En fait, c'est un sujet qui est très passionnant et qui est en cours de recherche, qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste une synthèse des actualités que nous avons pu avoir. Et nous passons tout de suite au sujet suivant. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons préconisé de faire cette séance pour parler de microbiote et différentes sphères. Nous avions un autre sujet aussi qui était prévu, malheureusement qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui. Mais heureusement, on a maintenant le docteur Youssef Mouhi, psychiatre d'une expérience inégale, que tout le monde connaît, qui fait une présentation plus qu'excellente. Merci. Et qui nous honore par sa présence aujourd'hui et qui va nous parler de microbiote et troubles psychiatriques. Le sujet, le titre, on a fait des débats pour se fixer sur le titre, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure que le microbiote c'est un monde nouveau que nous sommes en train d'explorer, et donc je ne vais pas tarder et je remets la parole à Dr Mouhi pour faire sa présentation. Je vous souhaite une très bonne attention. Merci. Avant de commencer, dans la vie, il y a toujours des événements qui arrivent, des choses qui arrivent auxquelles on ne fait pas trop attention. Malheureusement, on ne fait attention que des éléments négatifs. Entre hier et aujourd'hui, j'avais remarqué une chose extraordinaire et je dis que probablement je suis quelqu'un qui est très chanceux. Avant de passer, il y a toujours l'orateur qui me précède dans toutes les définitions dont j'ai besoin. Hier, c'était professeur Bouziane, aujourd'hui, c'est professeur Mahsou qui a presque fait toute la présentation que je vais faire. Comme ça, je vais aller très vite et directement à ce que je sais, c'est-à-dire les troubles psychiatriques. Alors, maintenant tout le monde sait qu'il y a un lien fort entre le microbiote intestinal et le développement des maladies psychiatriques parce que ça touche tout. Et si vous mettez par exemple, on va tous dire l'intestin et le deuxième cerveau, vous mettez intestin, deuxième cerveau sur Google et vous avez en 0,41 secondes 508 000 articles. Ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau où tout le monde va se lancer. Alors, pour dire que l'intestin il a un impact sur le cerveau, mais le cerveau a aussi un impact sur l'intestin, notamment en ce qui concerne la prise de poids, la motilité, l'apport en nutriments, mais l'intestin agit aussi sur le cerveau par rapport à une influence sur les neurotransmetteurs, notamment sérotonine, dopaminergique, qui sont un petit peu, qui impactent tout ce qui est stress, anxiété, humeur et comportement. Il faut dire que dans toutes les pathologies, ça a été dit, le primo mover, c'est le stress. C'est-à-dire tout ce qui est stress. Quand on dit stress, c'est un type d'agression, quel qu'il soit. Ça peut être la température, des virus, des bactéries, et une pression sociale. Ça a beaucoup d'influence. Alors, quels sont les arguments soutiennent ce lien entre le microbiote intestinal et les maladies psychiatriques? Et dans quelle pathologie ça observe? Donc, j'ai fait une petite recherche pour trouver quelles sont les pathologies qui puissent répondre à cette liaison-là. Bon, on va dire des liaisons assez dangereuses. Et aussi sur ce qu'on appelle les troubles du comportement, liés au comportement, notamment l'alcoolisme. Alors, le microbiote intestinal, les maladies psychiatriques, d'abord, elles répondent à un modèle. C'est ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Il faut savoir qu'il y avait, dans le début du 19e siècle, des luttes acharnées, parce que chaque courant prêchait pour sa paroisse. Il y en a qui expliquaient la maladie psychiatrique par le purement biologique. C'est un défaut de sérotonine, machin, etc. Il y a le courant psychanalytique qui disait non, c'est la psychanalyse, l'inconscient, le subconscient, etc. Ça se passe entre 0 et 5 ans, et s'il y a un problème entre 0 et 5 ans, vous allez traîner ça dans toute votre vie. Il y a le courant des années 60, notamment avec la révolution post-68, où on disait, c'est ce qu'on appelle le courant social, ou la psychiatrie sociale. Bon, on n'a que l'individu qu'on veut avoir par rapport aux normes sociales, etc. En fin de compte, chacun avait raison quelque part, tout en ayant tort quand ils s'associent entre eux. Sauf qu'actuellement, c'est beaucoup plus le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire la triangulation de ces trois composantes. Je donne juste un petit exemple. On va prendre un diabétique bien stabilisé, qui, à cause du Covid, a quitté son travail, il a été licencié, il va être stressé, psychique, il va avoir son diabète déséquilibré. Donc vous voyez, il y a une interaction entre les trois.
Et c'est à la lumière de ces interactions qu'on va appréhender un petit peu le développement des maladies psychiatriques. Je vais donner un exemple qui va vous étonner un petit peu, c'est-à-dire que pouvons-nous faire nous-mêmes pour maintenir une vie saine, épanouissante, si nous sommes nés avec une variante courte du gène transporteur de la sérotonine, c'est-à-dire susceptible de développer une dépression chronique, soumis à des abus physiques et ou sexuels dès l'enfance et l'âge adulte, que vous êtes contraint de migrer de votre pays d'origine vers un autre pays, que vous êtes contraint de vivre dans un logement humide et surpeuplé, que vous êtes devenu un parent isolé parce que votre mari vous a quitté, il a laissé sous le bras un enfant ou deux, et ensuite vous avez développé un diabète. Donc, quand vous avez tout ça, ça répond un petit peu au biopsychosocial. Alors, quels sont les arguments qui sont en faveur qu'il y a un lien entre le microbiote intestinal et les maladies psychiatriques? Eh bien, il faut savoir que toutes les recherches n'ont été faites que sur le modèle animal, notamment le modèle du serin actinique, qui a été dépourvu un petit peu de son microbiote intestinal. Très rare, il faut dire franchement, je n'ai pas trouvé de recherche où il y avait des expérimentations faites chez l'homme. Néanmoins, il est possible d'articuler ces deux dimensions pour comprendre le rôle de microbiote dans ces maladies. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'exposition précoce au stress. Et quand on dit précoce, c'est dans le ventre de sa mère parfois. D'accord? Moi, je me rappelle, j'avais vu une dame qui était très dépressive, qui vient d'accoucher, dépression postpartum, et qui insistait pour allaiter. Il faut savoir que beaucoup d'antidépresseurs, il ne faut pas qu'on les donne pendant l'allaitement, mais certains guidelines préconisent 2 antidépresseurs parce qu'ils ont un faible passage au lait. Ils ont un faible passage, il y a le passage faible. Et devant son insistance de ne pas arrêter l'allaitement, il y a sa mère à côté d'elle qui lui a dit une phrase qui résonne encore dans ma tête. C'est-à-dire, c'est une phrase qui est extraordinaire dans le sens où on ne nourrit pas nos enfants que du lait. C'est aussi le visage, comment on est. On ne vit pas que de la nourriture. Il y a autre chose avec la nourriture qu'il faut passer. Alors, ces expositions vont entraîner malheureusement des désordres, notamment au niveau des animaux, des désordres du comportement, augmentation de l'agressivité et de l'hostilité. Alors, aussi, comme a dit notre professeur Ben Hassoun, l'exposition précoce à une antibiothérapie, c'est-à-dire maintenant on commence à voir pour un oui, pour un non, on met quelqu'un sous antibiotique. Et ça me rappelle un petit peu ma sœur qui vit au Canada. Dès que je pars la voir, elle m'a dit « Youssef, je suis antibiotique » parce que là-bas, pour avoir un antibiotique, il faut vraiment être en réanimation. Alors, c'est des excès de modification parce que ça entraîne, il faut savoir aussi que dans notre alimentation, il y a des antibiotiques. Maintenant, dans l'élevage du poulet, etc., il y a des antibiotiques pour lutter contre la salmonelle, je pense. Alors, cognition, émotion et interaction sociale. Cognition, c'est penser. C'est un peu un mot un peu à la mode pour dire penser. C'est un rôle important du microbiote dans la cognition et dans l'expression des émotions. Alors, ces interactions intestin-cerveau, par quelle voie? Qu'est-ce qu'ils empruntent comme voie? Eh bien, si je peux résumer toute ma présentation, ça va être sur ce schéma-là. C'est-à-dire qu'il y a 3 voies, on va dire les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est-à-dire qu'il y a des molécules d'origine microbienne, des molécules neuroactives et des signalisations neuronales. Tous ces chemins-là, tous les chemins vont mener à Rome, c'est-à-dire au niveau du circuit cérébraux, pour pouvoir un petit peu interférer, notamment avec ce qu'on appelle les lipopolysaccharides et autres, qui vont un petit peu entraîner ce qu'on appelle de l'inflammation. Et moi, j'ai été étonné quand je préparais cette présentation, parce que l'idée que certains troubles psychiques la cause était l'inflammation, était virale, c'est une idée qui n'est pas récente, c'est une idée qui était ancienne. Mais les gens n'arrivaient pas à l'admettre. Comment une inflammation, une bactérie, un virus pouvait avoir donné une dépression, une schizophrénie, un trouble bipolaire? Il y a même des études sur des cohortes sur 20 ans, où on a constaté qu'il y avait que des femmes ayant été soumises à des stress, notamment dans certains pays qui ont vécu de la guerre, ils avaient beaucoup plus
de schizophrènes à la naissance que dans les femmes du même pays, dans des périodes où il n'y avait pas de guerre. Il faut savoir que dans la guerre, il y a plusieurs agressions. Il y a normalement la famille, le stress, etc. Donc il y a plusieurs types d'agressions. Alors, quelle pathologie est concernée par le microbiote? Il y a d'abord, ce que j'ai trouvé en littérature, c'est le trouble du spectre autistique. Et d'ailleurs, c'est là où je commençais un petit peu à remémorer certains de mes collègues ou certains parents qui ont des enfants souffrant du cadre du trouble de spectre autistique, qui me disaient, oui, je vais chez un médecin, il nous donne des probiotiques, il nous donne un régime alimentaire particulier, etc. Ça a été un petit peu, entre guillemets, bizarre à entendre à une certaine époque, je parle d'ici 15-20 ans, mais actuellement, ça commence à faire son chemin. Le PTSD, c'est-à-dire le Post-Traumatic Stress Disease, ou l'état de stress post-traumatique, comme son nom l'indique, c'est des états de stress, normalement, quand vous êtes victime d'une agression ou naturelle ou pas, c'est-à-dire séisme, tsunami, tremblement, mais même dans la définition, on dit que si vous êtes juste témoin, c'est-à-dire vous n'êtes même pas atteint, juste témoin. Moi, j'ai eu des gens qui ont assisté aux attentats de 16 mai. Et le gars, il n'a rien sur le plan physique, il n'a rien, mais il a été fortement impacté par ce qu'il a vu. Alors, c'est la composition, le stress entraîne une composition importante du microbiote qui atteste du rôle de celui-ci. Alors, pour la schizophrénie, il faut noter aussi qu'en termes de schizophrénie, on ne parle pas d'une schizophrénie. D'ailleurs, la Société marocaine de psychiatrie a un congrès le week-end prochain à Marrakech où le titre c'est « Les schizophrénies ». Il n'y a pas une schizophrénie, malheureusement. Bon, je ne sais pas, parce que la physiopathologie ou la psychopathologie, elle est tellement imbriquée que je peux vous ramener 10 schizophrènes et ils ne sont pas identiques. Donc, peut-être que ça va nous permettre un petit peu de trier quelles sont les schizophrénies qui répondent à ce modèle. D'autres répondront probablement à un modèle viral ou autre. Alors, pour revenir à la dépression et aussi à la théorie de l'inflammation au niveau de la dépression qui entraîne en elle-même ce qu'on appelle un comportement dépressif que les Anglais avaient décrit comme étant le sickness behavior. Ce concept renvoie à ce que l'apparition chez une personne exposée de symptômes qui, à une série de facteurs auto-immunes ou immunes et à une réaction inflammatoire du cerveau qui va faire intervenir l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui va entraîner des modifications du comportement. Et à la suite, lorsque l'inflammation s'éternise, c'est pour cela qu'il y a un temps où il y a l'inflammation. Et si l'organisme récupère, ça peut passer. Je pense, comme a été dit sur la HPV, pas tout le monde qui fait la HPV va développer un cancer, mais il y en a qui vont faire de la dépression par la suite. Alors, problématique liée à la consommation d'alcool. Il faut savoir que en toutes les problématiques d'addiction, que ce soit à substance ou à comportement, il y a beaucoup de collègues médecins généralistes qui ont fait le diplôme d'addictologie. Ils l'ont compris parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas, malheureusement, même dans le corps médical, c'est que la rechute est la règle. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. D'ailleurs, même les alcooliques qui ne boivent plus, vous savez comment on les appelle? Un alcoolique abstinent. Parce qu'une fois que vous êtes alcoolique ou addict à une substance, la chimie de votre cerveau n'est plus la même si vous arrêtez. Donc il faut que la rechute est la règle. Et donc la problématique, c'est comment gérer les rechutes. Parce qu'arrêter, il y a beaucoup de gens qui boivent. La consultation, c'est extraordinaire. Donc ils ont cette résilience de pouvoir s'arrêter. Mais il y a toujours cette histoire de reprise. Alors, ces études-là ont montré il y a 3 études. C'est la mise en évidence de l'existence d'une augmentation de la perméabilité intestinale qui est un petit peu associée à l'augmentation de l'hypopolysaccharides plasmatiques et ceci est corrélé avec les phénomènes qu'on voit dans l'addiction à l'alcool qui sont la dépression, l'anxiété et aussi le craving. Le craving, c'est cette envie irrésistible de consommer. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a vu le film de Denzel Washington, Flight. Le film Flight, Denzel Washington jouait le rôle d'un pilote extraordinaire
qui a même réussi à atterrir dans des conditions, il a sauvé la vie, mais il était alcoolique, il buvait. Or, c'était interdit de piloter en ayant bu. Et ils ont trouvé 2 petites bouteilles dans le cockpit. Et il avait passé au tribunal. Et donc, il attendait le lendemain pour passer, pour leur dire, son avocat, il faut que tu te présentes, comme quoi tu es safe, etc., etc. Il était dans un hôtel. Bon, comme tous les hôtels, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre d'hôtel? Le minibar. Eh bien, il l'a ouvert, c'est une scène extraordinaire. Demain, c'est sa carrière qui se joue. Eh bien, il n'a pas pu. Il a consommé. Pour dire que, quand on parle d'addiction, parler de volonté, ça ne marche pas. Ce n'est pas une question de volonté. Le cerveau est programmé pour autre chose que pour de la volonté. Alors, la deuxième étude mesurait chez les patients en début et en fin de sevrage l'activité inflammatoire des cellules sanguines mononucléaires périphériques. Et elle a montré que les voies des lipopolysaccharides et celles des peptidoglycanes étaient activées chez les patients alcoolodépendants, alors que les autres, ils récupéraient rapidement au cours du sevrage. Et ça a une implication, c'est-à-dire l'implication, c'est qu'on a maintenant un critère ou un signal pour nous dire quels sont les gens qui peuvent rechuter ou pas, où on peut les suivre. Alors, la troisième fois, il comparait aussi 2 populations de patients alcoolodépendants. L'un présentait une perméabilité intestinale augmentée, l'autre pas, et donc ça entraînait une dysbiose, c'est-à-dire une modification importante de microbiote intestinal, avec des scores corrélés, c'est toujours corrélé à des scores élevés de dépression, d'anxiété, et du craving, c'est-à-dire un état de manque. Alors, ces résultats confirment l'existence d'un axe intestin-cerveau dans la dépendance à l'alcool impliquant le microbiote intestinal. Alors, pour la maladie d'Alzheimer, j'ai trouvé un article, mais je ne fais que ça. Je ne sais pas si vous avez compris mon message. Il y avait une équipe suisse et italienne qui ont trouvé qu'il y a un lien entre le microbiote intestinal et la maladie d'Alzheimer. Mais malheureusement, si vous diagnostiquez la maladie d'Alzheimer, c'est déjà que les plaques sont là. C'est-à-dire, dans la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas quel est le traitement, mais comment dépister au début le profit des personnes qui peuvent donner. Et là, quand je dis dépistage, oui, et quand je dis prévention, je suis confronté aux gens qui ont une démence sénile au stade du gros trouble du comportement, qui sont ramenés par les enfants, qui sont âgés, leurs enfants, et qui sont dépassés par l'état du trouble du comportement. Et je trouve presque 9 fois sur 10 une histoire de diabète et d'hypertension qui n'a pas été bien suivie. Alors, commentaire et conclusion. Les probiotiques, c'est le concept de psychobiotique, c'est un concept de traiter les troubles psychiques avec des microbiotes, et donc c'est toujours, il y a un rapport bénéfice-risque. Ça va être un petit peu la mode, mais j'ai trouvé qu'on ne sait pas quelle est la durée de traitement, parce que là, quelle est la durée de traitement? J'ai trouvé que certains, ça peut aller de 8 jours à 45 semaines, et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on arrête ce traitement. Est-ce qu'il va y avoir une reprise des symptômes ou pas? Et aussi, pour terminer, bon, ça c'est un peu pour voir moi, je ne connais pas ces souches, c'est juste, j'ai trouvé ça intéressant par rapport aux effets et aux mécanismes, mais les gens qui, c'est dans la spécialité, pouvant m'éclairer et éclairer la salle sur ces souches de probiotiques, leur effet et les mécanismes qu'il y a. Ensuite, il y a le fameux fécalothérapie dont parlait le professeur Benhissou. C'est la transplantation fécale. J'ai trouvé ça un peu curieux au début, mais quand j'ai un petit peu étudié les choses, et il paraît que c'est extrêmement efficace, entre 80 et 90% dans les infections récidivantes à Clostridium difficile. Maintenant, c'est comme certaines thérapies, quand ça marche sur une pathologie, on essaie un petit peu de l'extrapoler sur d'autres. On commence à en parler dans les maladies inflammatoires du côlon de l'intestin, le syndrome de l'intestin irritable. Ce syndrome d'intestin irritable, moi je vais m'arrêter un petit peu, parce qu'il y a une grande confusion. Quand j'ai lu les symptômes, il n'y a pas d'anxiété, parce qu'il y a dans l'attaque de panique, il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Pour moi,
les symptômes digestifs liés à l'anxiété, c'est probablement pas le syndrome d'intestin irritable qui est beaucoup plus une diarrhée, des ballonnements, etc. et parfois de la constipation. Alors, pour terminer, même avec un grand ventre, les gens pensent que c'est leur deuxième cerveau et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Puisque je travaille j'ai travaillé dans la région de Jdida, la ficalothérapie. Il y a des mamans, lorsqu'ils crient ou ils font cette technique de ficalothérapie. Vous imaginez? Mais c'est grave. Ils introduisent leur doigt l'anus, puis ils font un truc, le nez derrière le bébé. Tu imagines? Ils l'appellent l'arbia l'atma. Ah, c'est courant, c'est très courant dans les régions de Smith. Très courant. Donc, ce qui veut dire que notre culture, dans le Maghreb, a une technique de ficalothérapie. Bon, c'est. Pour dormir un bébé, il y a plusieurs. كانت الخرشاشة, les grandes pavots. تمشي تدور مع واحد كيكمل كيف يبخ عليه. Il y a plusieurs techniques. S'il vous plaît, pour le syndrome de l'intestin irritable versus trouble anxieux, est-ce que vous pouvez... Plus fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît, syndrome de l'intestin irritable, généralement, c'est une indication où on donne fréquemment des probiotiques et apparemment, ça fait même partie du protocole thérapeutique. Et maintenant, s'il vous plaît, si vous pouvez nous éclairer sur trouble anxieux avec manifestation digestive versus syndrome de l'intestin irritable, vu que ce syndrome est traité aussi par des antidépresseurs. Oui, c'est pour cela que moi, quand j'ai lu لأن الأسماء كثيرة spasmophilie, fibromyalgie, قولون العصبي, عندي العصب في المعدة, donc je peux vous donner toute une liste. Même moi, je les ai appris par cœur. D'ailleurs, داير واحد الورقة كتبهم فيها وكنعطيها les patients كيقراوها. كتبدا l'attaque de panique, c'est ça. خفقان القلب وتسارع في نبضاته، غثيان اضطراب الجهاز الهضمي، تعرق، ارتجاف اطراف، احساس بارتجاف الرشاق، احساس باختناق وضيق التنفس، شعور بالدوار وعدم توازن ثقل في الراس، الخوف من فقد السيطره على الذات والجنون او الموت، التنمل او الشعور بهبات من البروده والحراره. Je l'ai appris par cœur. Ça, c'est l'attaque de panique. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces patients? يشوف طبيب القلب، طبيب المعده، طبيب الحساسيه، طبيب الودنيه، طبيب هذا، طبيب هذا، طبيب هذا. Ce sont les gens qui ramènent dossier. طبيب واش نوريك؟ كنقول لي انا كيستيون كون كانت فيهم شي حاجه ما تجيش عندي. Tout simplement. Alors que dans l'intestin irritable, il n'y a pas cette composante anxieuse. Parce qu'il faut voir la composante anxieuse. Le gars, il est très préoccupé. Même les qui me alors que c'est l'érythmisme de l'aorte abdominale qui est beaucoup plus. Donc c'est un contexte. C'est un contexte. C'est pas, et c'est fréquent. Hein, c'est fréquent. Moi, je n'arrivais pas à faire la distinction quand j'ai lu intestin. Mais les symptômes, la composante anxieuse. Ça rejoint l'hypersensibilité viscérale que vous avez citée tout à l'heure, avec l'érythmisme de l'aorte abdominale. Ça rejoint l'idée qui a été citée de l'hypersensibilité viscérale. C'est un lien très, très intime et très clair. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que les choses sont claires. Allez-y, une dernière question avant de partir, avant de clôturer. S'il vous plaît, toujours sur ce point, si ce n'est pas lié à l'anxiété, pourquoi on traite par des antidépresseurs? Pardon? Si ce n'est pas lié à l'anxiété et qu'il n'y a pas de symptômes anxieux, pourquoi est-ce que ça répond bien aux antidépresseurs? Alors, il faut que j'analyse la question. Si ce n'est pas en rapport avec l'anxiété, pourquoi ça répond aux antidépresseurs? C'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Elle parle toujours du syndrome de l'intestin irritable. D'accord. Le lien entre syndrome irritable, anxiété et antidépresseur. Alors, quand vous dites anxiété, c'est-à-dire l'anxiété, c'est une préoccupation exagérée sur son état de santé. Ce sont des gens qui sont très connus par être de grands consommateurs de soins et de bilans.
Ce n'est pas des personnes que vous allez voir une fois tous les 6 mois. C'est probablement quelqu'un qui va faire le tour des médecins. وهذاك اللي كيقول لك راه جيت عندك من خريبكا ولا من طنجة راه قالوا لي انت الله يعمر هذا الوهدر خلى 20 طبيب حداه. C'est des profils, c'est le trait d'anxiété كاين. Donc si probablement il est anxieux, c'est juste que l'anxiété ما كتمانيفيستاش de façon intellectuelle. Cette manifestation, c'est le corps qui parle. Quand je vous ai cité les symptômes de l'attaque de panique, ben les 7 sont somatiques. Il y a un qui est cognitif. C'est le seul qui est cognitif. Donc, quand il a quelque chose, vous savez, le circuit de l'anxiété, c'est quoi? J'ai mal à la tête. Ben, je me dis, j'ai trois hypothèses. Soit je dois changer de lunettes parce que mon acuité baisse, donc j'ai mal à accommoder. Soit je commence à faire de l'hypertension artérielle, soit j'ai une tumeur cérébrale. Ah ben, si je pense à la tumeur cérébrale, je ne vais pas dormir. Et donc, si je ne dors pas, le lendemain, ma tête va éclater. Donc, s'il va éclater, ça va me confirmer que probablement j'ai une tumeur. Et vous voyez, et c'est pas ce que j'ai, c'est ce que j'ai peur d'avoir. C'est ça l'anxiété. C'est pas ce que vous avez. Et même quand vous lui dites vous n'avez rien, comment se fait-il? Moi je souffre. Donc c'est un profil particulier et ça répond. C'est paradoxal. Oui, ça répond plus aux antidépresseurs que les benzodiazépines. Ça donne un effet courte durée, mais il y a avec un grand problème d'addiction. Docteur Mouhi, si on peut juste revenir le slide اللي فيه le cerveau et l'intestin. Je ne sais pas si la régie technique va te lancer le PowerPoint. Je pense que ça va nous éclaircir un petit peu la question. Le cerveau, le foie, l'intestin. Là, parce que le cerveau impacte l'intestin par rapport, par exemple, le trouble de l'alimentation, etc. Exactement. Et en même temps, l'intestin. Exactement. Donc, en fait, il y a un lien établi entre le cerveau et l'intestin. Et donc, quand on parle de syndrome d'intestin irritable, il y a une grande implication neurologique, et donc du cerveau, et c'est à travers ce mécanisme que... J'attends juste le slide pour que les choses soient... Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez le cerveau et vous avez l'intestin, il y a un lien qui va dans les deux sens, et donc c'est pour ça qu'il y a deux théories qui marchent en parallèle. Donc quand on traite avec les symbiotiques ou les probiotiques, on agit au niveau intestinal pour avoir un effet sur le cerveau en réduisant la sensibilité viscérale et la douleur. Et inversement, quand on agit par les antidépresseurs, on va réduire la sensibilité cérébrale centrée sur les viscères et à ce moment-là, on va être moins réactif aux stimuli digestifs. Et je pense que dans l'avenir, l'association des deux va avoir un effet plus impactant. Donc les choses sont toujours en recherche et je pense que le schéma simplifie beaucoup de choses ici. D'ailleurs, même quand on parle d'adaptation des règles génétiques, fait un grand apport aussi à travers tout ce qui se passe au niveau intestinal en matière de digestion et de production de... Donc je laisse un mot de clôture au stade. C'est juste parce que cette histoire, quand j'ai vu cette diapo, ça m'a rappelé un adage marocain. C'est l'heure du déjeuner. Merci, c'était très intéressant. On vous remercie infiniment de votre présence parmi nous. S'il vous plaît, on passe au déjeuner et on reprend, s'il vous plaît, parce qu'on est en retard, à 15h30. On a ajouté une demi-heure pour être à 15h30. Alors, les attestations de votre présence sont prêtes. Vous pouvez les récupérer en bas, à l'accueil. Donc, dans cet après-midi, en fin d'après-midi, vous pouvez les prendre pour vous. Merci.